Route, François, vous restez autour de la table et c'est Vincent qui nous rejoint ce soir pour le Parti pris international. Route, votre parti pris politique, à la base, à l'origine de ce séisme politique de la journée. Et il y a la décision de Bruno Retailleau de retirer sa confiance parce qu'il n'avait pas été informé de la nomination de Bruno Le Maire. Est-ce qu'il a réussi son coup ? Est-ce que le retour de Bruno Le Maire au gouvernement méritait de provoquer une crise historique ? Est-ce que quitter un gouvernement et précipiter ainsi sa chute renforce Bruno Retailleau ou au contraire l'affaiblit ? Est-ce qu'en prenant cette décision, il s'est grandi ou au contraire il perd son statut de présidentiable ? En fait, moi j'ai évolué dans mes réponses toute la journée parce qu'évidemment avec l'actualité c'était un peu logique. On pouvait se poser toutes ces questions dans un premier temps. Puis ensuite il y a eu le retrait de Bruno Le Maire et on s'est dit, en fait non, ça méritait pas tout ce cinéma, puisque Bruno Le Maire pouvait se retirer. Et en fait, effectivement, on a entendu les amis de Sébastien Lecornu très sévères avec Bruno Retailleau, en considérant qu'il avait cédé à la pression de ses troupes, montré sa fébrilité, qu'il a privilégié ses ambitions présidentielles à ses responsabilités de ministre de l'Intérieur, et qu'il se serait montré par là même un faible chef de parti. Bon, alors c'est vrai que Bruno Retailleau a été très blessé, parce que Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu ne lui a pas, je l'ai raconté tout à l'heure, il ne lui a pas donné le nom de Bruno Le Maire aux armées. Il lui a dit c'est le domaine réservé du président. Et donc il est parti du bureau de Sébastien Lecornu sans savoir que c'était Bruno Le Maire. C'est la version de Bruno Retailleau. Et il y a rupture de confiance. Et ensuite, effectivement, du coup, ce qu'il comprend quand il entend l'ensemble du gouvernement, et il n'est pas le seul, Gérard Larcher et d'autres personnes, écoutez cette expression, c'est le resserrement du socle central sur une pointe de crayon. Et les phrases qui suivent, c'est en fait, il y a plus de macronistes au gouvernement qu'en France. Bon, voilà à peu près un peu l'ambiance hier soir sur le thème. On s'est fait avoir. Finalement, on croyait que c'était Sébastien Lecornu qui dirigeait le gouvernement, mais non, c'est Emmanuel Macron. Et c'est pour ça qu'on va s'en aller. Mais en même temps, je me disais, c'est pas très audible pour les Français partir là-dessus. C'est vrai que la confiance est importante, mais en même temps, quand on est ministre de l'Intérieur, lâcher un poste aussi fondamental dans une situation de crise, c'est pas compréhensible. En plus, il ne l'explique pas pour des raisons, je dirais, les visas, l'immigration, des sujets qui sont populaires dans son électorat et dans l'électorat RN. Il l'explique parce que Bruno Le Maire, c'est l'homme des 1000 milliards et donc c'est la dette. C'est compliqué quand même à expliquer. Et on a quand même le sentiment qu'a priori, c'est assez peu audible, assez peu compréhensible. Et puis la journée se poursuit. Et en fait, on comprend que tout part un peu à volo et on se dit, tiens, il baissait dans les sondages, Bruno Retailleau. Et il se disait qu'il allait avoir une censure, quoi qu'il arrive, de ce gouvernement. En fait, il est parti à temps, en quelque sorte. Alors, est-ce que ça va le renforcer ? Est-ce qu'on va aller le chercher ? Est-ce qu'il va aller se faire courtiser pour ce qu'expliquait très justement Jérôme Jaffray, une campagne législative dans laquelle les macronistes ne pourraient pas aller tout seuls ? C'est peut-être l'espoir qu'il forme, mais ça n'est pas du tout sûr. Et en tout cas, dans un premier temps, on a quand même l'impression que sa stratégie était peu lisible. Bon, même sentiment, François ? Il a pris un coup, je pense, avec cette affaire. Et effectivement, Roux a raison de faire le lien avec le débat précédent. C'est la question. Finalement, aujourd'hui, pour les LR, la participation au gouvernement, c'est la tunique de Nessus. Vous la gardez, ça brûle. Vous l'enlevez, ça vous arrache la peau. Et alors, il y a une sortie par le haut qui serait une prise de contrôle de l'exécutif, ou en tout cas une représentation très significative avec des marges de manœuvre. Mais on n'y croit guère, compte tenu du fait que, la psychologie du président, et puis surtout ce qu'il fait depuis 18 mois. Donc il y a un moment difficile, il va falloir prendre la bonne décision. Alors vous nous dites de votre côté, il y a une dimension qu'il faut regarder, c'est que cette crise politique a un coût. Elle a un coût économique et financier, lequel ? Bien sûr. Il se détaille en 3 points. Il y a d'abord la question du déficit qui est toujours menaçante et l'instabilité qui prévaut depuis un mois et qui prévaudra probablement encore pendant les semaines qui viennent, eh bien, ça se traduit par le fait qu'on ne fait pas les réformes, les ajustements. L'année blanche, parce que finalement, ce qu'on peut subodorer, c'est que le budget 2025 soit reconduit en 2026 en vertu de la loi des 12/12e, vous savez, c'est-à-dire qu'on divise l'ensemble des crédits de l'année révolue et puis on affecte à chaque mois de l'année à venir
ce fameux 12e. Autrement dit, ça n'est pas revalorisé. C'est une année blanche généralisée. Alors ça permet de faire des économies mécaniques, puisque vous économisez l'inflation, qui au demeurant est assez faible, on est aux alentours de 1,5%, mais sur la Sécu, par exemple, il y a des sujets autrement plus importants. L'ONDAM, l'évolution des dépenses de santé, il faut que ça soit voté. Et il y a évidemment la question des affections longue durée, enfin tout un tas de décisions structurelles à prendre. Je rappelle que le déficit de la Sécu, il est de 22 milliards en 2025, il est plus important qu'en 2024. Deuxième élément, c'est la croissance affaiblie, évidemment. Pour deux raisons. D'abord parce que elle dépend de la confiance, on en a souvent parlé ici, c'est très volatile, et une situation pitoyable comme celle de la France d'aujourd'hui ne peut que renforcer la défiance. Je rappelle qu'on est déjà à des niveaux... En fait, la confiance-défiance, ça se mesure avec le taux d'épargne. On est à 19% d'épargne aujourd'hui. Record absolu, y compris, c'est nouveau, chez les retraités, qui ont peur du coup de massue fiscale, qui pour autant ne l'ont pas encore subi, mais finalement qui font comme s'il était déjà là. Et ça se traduit aussi par un gel des embauches, par un gel des investissements, par une plus faible attractivité, enfin, toute chose évidente. L'autre raison liée à la conjoncture, c'est que en France, compte tenu du poids relatif de la dépense publique dans l'économie, eh bien, si la dépense publique n'est pas faite ou pas bien faite, ce sont des secteurs entiers qui en souffrent. Ce soir, dans le 20h de TF1, il y a l'interview d'un chef d'entreprise qui fait des granulats de bois, dont parlait d'ailleurs Richard Ramos. La moitié de son chiffre d'affaires a disparu parce que le chèque énergie n'a pas été distribué en avril. Donc on voit bien l'interpénétration. Et puis le dernier élément, c'est la dette encore plus chère, bien sûr. On a pris 6 centimes sur les taux, c'est-à-dire on est passé de 3,51% ce matin pour la dette française à 3,57. Bon, l'écart... Les taux, la crise politique, l'instabilité politique a fait augmenter les taux auxquels on emprunte l'argent pour notre dette. Absolument. Alors, disons, d'une valeur encore modeste, mais... Le niveau de l'eau monte, c'est comme le réchauffement climatique. Si vous faites des mesures très précises, vous voyez que ça part pas dans la bonne direction. Rappelons qu'on a été dégradé 2 fois dans les dernières semaines, que nous allons être 2 fois dans les prochaines semaines, puisque Moody's et Standard & Poor's rendent leur verdict bientôt. Rappelons aussi que la charge de la dette a taux inchangé. Elle était de l'ordre d'une 30aine de milliards au début de la décennie. Elle sera d'une 100aine de milliards à la fin de la décennie, avant tout ce bazar et ses conséquences sur les taux. Ça pose une question, et il faut en terminer avec ça. Combien de temps la protection de l'euro va-t-elle durer ? Vous savez que jusqu'ici, on profite quand même de cette mutualisation du risque. C'est pour ça, d'ailleurs, que les taux n'ont pas monté autant que notre situation l'aurait imposé. On profite de la bonne réputation de nos voisins, mais ça nous met à la merci de la déclaration d'un gouvernement qui pourrait s'inquiéter de la dérive française. Et puis la bourse qui a perdu 1,3 aussi aujourd'hui. Oui, c'est encore relativement modeste. Oui, parce qu'elle est allée jusqu'à -2, puis alors ça a corrigé. Mais c'est surtout l'image internationale globale. Mais j'imagine que vous allez en parler, mais enfin, en tout cas, c'est évident qu'on a pris un très gros coup aujourd'hui. La presse internationale, la presse européenne est très sévère. 14 heures, la durée de vie de ce gouvernement, le Cornu 1, en attendant peut-être un gouvernement, le Cornu 2. Et pendant ce temps, et pendant qu'on mesure les possibilités pour le RN de gagner des législatives en cas de nouvelle dissolution, eh bien le monde lui bouge aussi et les populistes remportent victoire après victoire. Voici le tour du Japon. Vincent, c'est votre parti pris international. Oui, je vais vous proposer, David, une brève escapade hors de l'arène hexagonale, car il n'y a pas qu'en France que l'on cause élections, démissions, coalitions et tutti quanti. Quant au vent du populisme, il souffle sur bien d'autres isoloirs que les nôtres. Cap d'abord donc sur le Japon, à la mi-octobre, et pour la première fois dans l'histoire de l'archipel, une femme, Sanae Takaichi, accédera au fauteuil de Premier ministre. Certes, on a vu dans le passé des impératrices régner sur l'empire du soleil levant. Certes, la gouverneure de Tokyo en est à son 3e mandat. Certes, enfin, une ancienne hôtesse de l'air a accédé l'an dernier aux commandes de la Japan Airlines. Au fond, que l'autre moitié du ciel s'empare des règnes d'une compagnie aérienne, quoi de plus naturel. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ces pionnières font figure d'exception, comme autant de cerisiers japonais qui cacheraient la dense forêt du patriarcat nippon. Parmi les 20 ministres du cabinet sortant, 2 femmes seulement. Et le ratio ne vaut guère mieux à la chambre basse du Parlement, tout juste 15% de députés ES. Encore faut-il, pour celles qui fendent le plafond de verre, essuyer les remarques machistes et méprisantes de leurs collègues masculins. Alors gare à l'illusion d'optique, l'irruption de Madame Takaichi à la tête du Parti libéral-démocrate, tremplin vers la primature, ne changera guère la donne. Car l'intéressée n'a rien d'une suffragette, et encore moins d'une icône de MeToo.
ultranationaliste, conservatrice de stricte obédience, elle s'oppose à toute révision de cette loi du 19e siècle, contraignant l'épouse à adopter le patronyme de son mari. Elle réprouve fermement le mariage homosexuel. Son idole, Margaret Thatcher. Dire que Sanae fut dans une vie antérieure, batteuse au sein d'un groupe de heavy metal, de là à supposer que ses sœurs n'auraient désormais d'autre vocation que de battre les tapis et les œufs en neige. Sans doute la percée lors des élections ça de juillet. pourrait la rendre presque sympathique. Hein. La musique adoucit les mœurs. Oui, mais apparemment, elle a changé de partition. Alors sans doute la percée lors des élections de juillet du parti xénophobe Sanseito et l'écho que recueille son slogan favori, les Japonais d'abord, ne sont-ils pas étrangers, on ne saurait mieux dire, au durcissement de la posture Takaichi sur le front de l'immigration, comme si le Japon n'avait pas des défis bien plus urgents à relever, tels sa dette abyssale et l'affaissement de sa natalité. Bon, et puis en Europe aussi, voici le retour de Babiš en République tchèque. Et là, pour le coup, il se revendique lui-même comme trumpiste. Donc là encore, un pays qui bascule. Alors, plus près de nous certes, mais pas si loin de Tokyo. Car c'est bien à Tokyo qu'a vu le jour l'affairiste Tomio Okamura, fondateur d'un parti d'extrême droite et allié potentiel du vainqueur des législatives de samedi, le milliardaire trumpiste, vous le disiez, Andrej Babiš, lequel figure de proue du parti de l'action des citoyens mécontents, tout un programme, et auteur d'un fracassant comeback, retrouvera sous peu le bureau de Premier ministre qu'il a déjà occupé de 2017 à 2021. Alors si les deux hommes partagent une aversion commune pour les migrants et les demandeurs d'asile, s'ils tiennent l'un et l'autre pour un injuste fardeau, la présence en Tchéquie de centaines de milliers de réfugiés venus d'Ukraine, les outrances du premier nommé embarrassent le revenant Babiš. De fait, Okamura ravale les Ukrainiens au rang de nazis et préconise le divorce d'avec l'Union européenne, un Tchèque-site en quelque sorte. Mieux ou pire, il sera bientôt jugé, et plutôt 2 fois qu'une, d'abord pour une affiche de campagne mettant en scène un kidam noir de peau armé d'un couteau ensanglanté, affiche ainsi légendée « Les chirurgiens importés ne combleront pas les failles de notre système de santé ». Ensuite, ça ne s'invente pas, pour fraude aux subventions européennes. En cas de besoin, l'ex et futur chef de gouvernement pourra miser sur une autre force d'appoint, la voix des automobilistes, formation née du tollé suscité par la volonté de l'Union européenne de proscrire à l'horizon 2035 les moteurs à combustion. Mais là encore, il y a comme des ratés à l'allumage, figure de proue du parti et eurodéputé, l'ancien pilote de course Philippe Tourec hante les colonnes des faits divers. Excès de vitesse et salut nazi hier, enquête pour violence domestique et viol aujourd'hui. Voilà pourquoi Andrej Babiš martèle sa volonté de gouverner seul et s'échine, lui, le complice du Hongrois Viktor Orban, à rassurer les partenaires de Prague. Nous sommes, insiste-t-il, pro-européens et pro-alliance atlantique. À lui d'en administrer la preuve, s'il souhaite instaurer avec le président Petr Pavel, jadis patron du comité militaire de l'OTAN, quand même, une cohabitation relativement apaisée. Oui, parce qu'en même temps, il a fait sa campagne contre de nouvelles sanctions contre la Russie, contre l'aide à l'Ukraine qu'il juge bien excessive. C'est vrai que la République tchèque aide beaucoup l'Ukraine. Bref, c'est vrai que c'est un nouveau défi, en tout cas pour l'Union européenne, une nouvelle évolution. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis. La France connaît un